Une autre équipe française qui va devoir faire une performance, et non pas un exploit en Coupe d'Europe cette semaine, c'est le Paris Saint-Germain. Quart de finale retour à venir mardi soir contre Aston Villa. On le rappelle, victoire 3-1 au Parc à l'aller. Bon, le message avant ce match retour, c'est quoi, Elton? C'est en gros pas de relâchement, c'est tout ce qu'il y a à dire au sujet du PSG? Alors, on connaît le PSG, on connaît surtout Luis Enrique. Pas de relâchement pour le PSG parce qu'il est question d'aller valider une deuxième demi-finale de suite en Ligue des Champions, ce qui serait quand même une grande performance. Ouais. Jamais dans l'RQSI, le PSG ne l'avait fait sur une double confrontation parce qu'il faut quand même contextualiser. En 2020, c'était un match Oui. contre l'Atalanta. Donc ce serait une performance de choix. On sait que le PSG a déjà été confronté à ce genre de situation la saison dernière face à la Real Sociedad en allant s'imposer à la Real Arena. Et pas plus tard que cette année face à Brest où ils avaient gagné 3-0 et ils avaient finalement gagné 7-0 par des Princes. Donc moi je m'attends à un PSG qui soit compétitif, qui soit performant avec l'ambition d'aller gagner à Villa Park en sachant que le PSG a eu une semaine complète pour recharger les batteries et être d'attaque sur ce match retour. On a l'impression avec ce PSG de Luis Enrique, et on en parlait d'ailleurs avant le match aller, qu'il y a finalement plus de place pour la fébrilité, pour la peur. Alors avant le match aller, ça pouvait être la peur des retrouvailles avec certaines têtes bien connues. Là, au retour, ça peut être la peur des fameuses remontadas que le PSG a pu subir dans son histoire. Ça y est, c'est de l'histoire passée, on n'en parle plus avec Luis Enrique. C'est un très bon point, Arthur, parce que pour moi, c'est l'un des héritages de Luis Enrique pour ce PSG. C'est qu'il a réussi, non pas à banaliser un match de Ligue des Champions, mais à travailler mentalement pour que le PSG arrive préparé. Ouais. Il en avait déjà parlé. La Ligue des Champions n'est plus une question de vie ou de mort pour le PSG. On sait que les années précédentes, c'était un Barnum incroyable. On avait l'impression que le PSG, à chaque match de Ligue des Champions, jouait une finale de Coupe du Monde. Ouais. Et ça, forcément, c'était pas forcément la meilleure préparation. Là, on voit un club qui est convaincant et convaincu de ce qu'il fait et que par rapport à ça, que ce soit un match de poule, que ce soit un match éliminatoire, le PSG va y aller avec la même mentalité et ça se retranscrit sur les performances. Déjà, l'année dernière, on l'avait vu, déplacement à Dortmund, 6e journée, alors que le PSG pouvait être éliminé. Ils sont partis chercher un match nul. Ouais. Face à la Real Sociedad, ils gagnaient 2-0. On aurait pu s'attendre à ce que la Real Sociedad réalise une performance. Ils sont partis gagner là-bas. L'année dernière, encore une fois, face au Barça, dans un match où ils arrivaient en retard parce qu'ils avaient perdu 3-2 à la maison, ils ont gagné au match retour. Ouais. Et là, cette saison, face à Liverpool, ils ont également réalisé une grande performance. Donc, tout ça, c'est l'héritage de Luis Enrique, cette capacité à bien appréhender, à bien préparer un match de Ligue des Champions et à faire en sorte que l'équipe parisienne n'arrive pas avec une pression négative. Maintenant, il va falloir le confirmer encore une fois parce que le football, c'est un jugement permanent. Tu remets ta ceinture en jeu à chaque fois et le PSG va devoir montrer ce qu'ils font habituellement. Peut-être un petit point compo, un petit point tactique. Il y a certaines tendances qui commencent à se dégager. Et le quotidien Le Parisien nous explique que Bradley Barcola est pressenti pour démarrer à la place de Désiré Doué. Ça s'explique par rapport au contexte et au type de match auquel on peut s'attendre, d'avoir un joueur plus de transition, de profondeur, de contre. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Et encore une fois, on peut s'appuyer notamment sur la réalité d'un PSG à l'extérieur. Il ne faut pas oublier qu'un Barcola avait déjà été titulaire contre la Real Sociedad, notamment par rapport à cette logique d'espace, parce qu'il fallait justement attaquer notamment ces grands espaces. Contre le Barça, on s'en souvient bien évidemment. Et là, c'est vrai que par rapport à l'émulation, Luis Enrique parle toujours d'un PSG de 21 titulaires. Oui. Et là, ça prend tout son sens, parce que oui, Désiré Doué à crever l'écran face à Aston Villa, mais pour autant, il ne s'agit pas de se reposer sur ses lauriers. Il faut quand même valoriser Bradley Barcola qui fait une saison statistique de très grande volée et un Bradley Barcola qui peut être décisif, à l'instar de ce qu'il avait fait contre Liverpool, où il est quand même sur l'action, sur le but d'Ousmane Dembélé. Il y a ce PSG Aston Villa, quart de finale retour qui nous attend mardi soir. Philippe, j'ai une question, c'est qu'on a vu, par exemple, Ollie Watkins, 10 minutes au match aller. On a vu Daniel Malen, on ne l'a pas vu plutôt parce qu'il était absent, il est revenu ce week-end, il a marqué. Tu nous avais parlé d'une équipe versatile qui pouvait avoir plusieurs visages. Est-ce que justement Unai Emery et son équipe nous a caché l'un de ces visages? Est-ce qu'il y a éventuellement un plan B qui pourrait être efficace et qui pourrait être de nature à inquiéter ce PSG, voilà, pour jouer un petit peu différemment du match aller? Pour ce qui est du système de jeu, il y aura peut-être 2-3 changements par rapport à l'équipe du match aller, mais il n'y aura pas de changement dans la façon d'approcher le match. Ça, de ce côté-là, je n'en ai absolument aucun doute. Par contre,
ce sur quoi compte Aston Villa, son plan B, c'est Villa Park. Et le Parc des Princes était un chaudron pour l'arrivée des Villa. Je crois que ça a d'ailleurs beaucoup impressionné mes confrères anglais qui y sont allés, qui connaissent le parc, mais qui disaient qu'il y avait une ambiance absolument extraordinaire dans ce stade de la première et dernière minute. Il y aura aussi une ambiance extraordinaire à Villa Park, un stade très très chaud, un stade à l'ancienne. Et je crois que Emery compte vraiment là-dessus pour donner à ces troupes les 5%, voire les 10, voire les 15, voire les 50% dont ils ont besoin pour pouvoir inquiéter le PSG. Mais très honnêtement, tu sais, je crois que lorsque Mendes marque son but dans le temps additionnel, ça flingue Aston Villa. À 2-1, ils y croient toujours. Ils ont fait le boulot, ils ont été très sérieux. Ils n'ont pas sombré face à un magnifique PSG qui a franchement enthousiasmé l'Angleterre. Mais ce but du 3-1 leur fait très 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 mal. Et du coup, je ne pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de personnes en Angleterre, dont moi, qui y croient. On était presque, alors pas déçus, parce que forcément, côté français, on est très concentré sur la prestation du PSG et très impressionné comme tout le monde. Mais quand on regarde l'effectif d'Aston Villa et puis aussi tout ce que tu nous avais dit avant le match aller, tout ce qu'on voit d'eux cette saison, on était presque, c'est peut-être pas déçus, c'est surpris de ne pas les avoir vus plus dangereux, les Villains, à l'aller. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait changer à ce niveau-là? Alors, il y a des possibilités pour Unai Emery, bien évidemment, de changer quelques joueurs. Alors, il y a évidemment la question, est-ce que ça sera Rashford? Est-ce que ça sera Watkins? Tu as vu le but absolument magnifique qu'il a mis contre Southampton, où il a en fait. Est-ce qu'on verra Asensio dès le coup d'envoi? Je ne sais pas. Mais au niveau du jeu lui-même, non, il n'y aura absolument aucun changement par rapport à ce que nous avons vu au match aller. La différence, c'est que Villa a été pris à la gorge par le pressing, particulièrement au milieu de terrain des Parisiens, très très efficace, comme Liverpool avait été pris à la gorge. Et je crois qu'en fait, ce que tu me dis, tu as de relatives déceptions de ce qu'a proposé Aston Villa. Et c'est vrai que lorsque tu penses, par exemple, au match absolument extraordinaire qu'ils avaient livré contre Manchester City en début de saison en Première Ligue, s'ils ont joué comme ils ont joué, ils n'ont pas été ridicules, mais s'ils ont été en deçà de ce qu'on espérait ou escomptait, c'est uniquement à cause des Parisiens. C'est parce que les Parisiens ont franchement été absolument extraordinaires. Et qu'on doit le dire et le répéter, parce que souvent, les gens vont dire oui, on en fait trop sur le PSG, on exagère leur qualité, en fait, ils ne sont pas si forts que ça, ils vont encore se planter, etc. Non. Et en Angleterre, je répète, c'est quelque chose qui a vraiment frappé les gens, après la performance contre Liverpool qui avait déjà marqué les esprits, celle contre Aston Villa, avec en plus le match extraordinaire de Désiré Doué et Kvaratskhelia également, ça a renforcé cette idée que c'est pas Villa qui a loupé son match, c'est tout simplement le PSG qui a réussi le sien. Bon, c'est peut-être le match retour qu'on attend le plus, alors qu'il y a eu 3-0 au match aller. Je parle de ce Real Madrid-Arsenal qui nous attend mercredi soir. Et forcément, au moment d'aborder ce match, il y a un mot dans la bouche de tout le monde. Il est espagnol, je vais essayer de le faire correctement, remontada. Je vais vous poser la question, la même à tous les deux, à une petite nuance près. Je vais commencer par toi, Anna. Est-ce que, côté madrilène, on est vraiment convaincu qu'on peut le faire ou est-ce qu'on essaye de s'en convaincre ? Alors, c'est très difficile de juger, mais si on prend vraiment juste la parole des joueurs, les joueurs, eux, ont l'air convaincus qu'ils peuvent le faire. Et surtout ceux qui ont vécu les matchs précédents où le Real Madrid a pu remonter en Ligue des Champions les saisons passées. Pour les plus jeunes, bon, on sent que c'est plus s'engrainer dans ce qui se met en place. Mais en tout cas, comme ça, visuellement, on a l'impression que toute l'équipe y croit, et même Carlo Ancelotti. Donc ça veut dire que même les résultats ou les contenus un peu plus décevants des dernières semaines, tout ça, on le met de côté, c'est la Ligue des Champions, c'est le Bernabéu et on oublie tout ça ? Oui, voilà, tout à fait. On sait très bien pour le Real Madrid qu'il y a un peu deux compétitions. Il y a la Liga et cette continuité très compliquée à avoir pour le Real cette saison avec beaucoup d'absents, etc. Et puis il y a la Ligue des Champions, la compétition du Real Madrid. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une foi presque aussi intense dans le fait que les joueurs sont capables de remonter malgré ce 3-0 à l'aller qui aurait pu en plus être beaucoup plus lourd. Ouais. Peut-être une dernière relance avant de donner la parole à Philippe.
Tu parles de joueurs qui sont convaincus. De l'extérieur, on a l'impression de voir des joueurs qui sont un peu tendus quand même. On a vu Eduardo Camavinga craquer un peu en toute fin de match aller. Là, c'est Kylian Mbappé qui pète complètement les plombs en Liga ce week-end. Est-ce qu'il n'y a pas une tension un peu inhabituelle au Real en ce moment ? Alors oui, c'est sûr, parce que déjà, l'équipe est plus jeune. Devant, il n'y a plus forcément de cadre. Donc quand on a les 4 devant, c'est Mbappé finalement le leader si on prend en question d'âge. Donc voilà, lui c'est pareil, il vient d'arriver, il faut encore qu'il trouve ses marques. Hier on l'a vu, il a complètement pété un plomb contre Alaves. C'est vrai qu'il manque ces cadres-là et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Carlo Ancelotti réfléchit pourquoi pas mettre Modric titulaire pour ce match retour, parce qu'il y a besoin de joueurs pour les encadrer. On a vu à l'aller, il y avait Rudiger, etc. Mais eux-mêmes, en tant que joueurs, ont du mal, par exemple, à canaliser un peu leur énergie. Donc, il faut ces joueurs-là pour faire tampon au milieu de cette jeunesse, une jeunesse qui elle-même a du mal à trouver ses marques au sein du Real. Et au final, si ces joueurs-là pètent un peu un plomb, c'est parce qu'il y a beaucoup de frustration, en fait. Mbappé, hier, a fait vraiment un mauvais match et il le conclut de la pire des manières, finalement. Et personne dans la presse madrilène ne venait à remettre en question ce carton rouge pour Mbappé. Et Eduardo Camavinga, c'est la même chose parce que cette saison, hier, il fait un très bon match contre Alaves, mais sinon, le reste de la saison, c'est vraiment pas terrible ce qu'il a proposé le jeune Français. Donc en fait, c'est purement de la frustration sur les performances individuelles. Alors, à voir à ce que ça, effectivement, ne rejaillisse pas sur le collectif. Philippe, je vais te poser la même question, un petit peu différemment. Arsenal reste sur un match nul en Première Ligue, mais avec une compo de départ quand même bien remaniée. Est-ce qu'un doute est susceptible de gagner les Gunners ou est-ce qu'on est d'une tranquillité absolue du côté de Londres ? Alors écoute, du côté d'Arsenal, bien évidemment, on ne fait pas les fanfarons, on explique qu'on va arriver à Madrid avec... on va être focalisé à fond sur ce match. On connaît le Real Madrid, on sait combien le Real Madrid connaît la Coupe d'Europe et qu'ils ont déjà prouvé dans le passé, même s'ils n'ont jamais, et Anna pourra me démentir si jamais je me trompe, mais le Real Madrid n'est jamais revenu d'un 3-0 en Ligue des Champions. Et donc, le discours est là. Mais évidemment, je ne dirais pas que tout le monde voit déjà Arsenal en demi-finale, mais malgré tout, au vu de la performance qu'ils ont livrée lors du match aller, s'ils ont la même détermination, ils montrent la même intensité dans cette rencontre, il n'y a absolument aucun problème. Je pense que très honnêtement, la seule chose qui fasse un petit peu douter, qui fasse un petit peu peur, tout le monde revient là-dessus, c'est la hantise de voir le Real Madrid frapper d'entrée de jeu dans les 5 ou 10 premières minutes, après quoi ça deviendra très très compliqué. Pour ce qui est de la préparation, l'effectif est le même. Bien évidemment, Mikel Arteta a fait tourner contre Brentford, puisqu'on a vu des joueurs comme Mikel Merino, Martin Odegaard, Luis Skelly, Bukayo Saka, qui en fait sont entrés en toute fin de match. Donc il a reposé quand même quelques-uns de ces joueurs les plus importants. Pas Declan Rice. Moi, je dirais, si jamais j'ai un petit bémol au vu de de la performance quand même absolument magnifique qu'ils nous ont offerte à l'Emirates, c'est le fait qu'une fois encore, il ne faut pas l'oublier, laissons le score de côté, c'est que même dans une phase très dominante, comme le Arsenal l'a longtemps été, c'est sur 2 coups de pied arrêtés que la solution est venue. Tout à fait. Que c'est une équipe qui crée énormément d'occasions, mais qui est, pour les concrétiser, et ça se comprend, il n'y a pas de Jesus, il n'y a pas de Kai Havertz, il n'y a pas de véritable numéro 9. Mikel Merino fait un boulot absolument fantastique. Alors là, franchement, Anna, au passage, merci l'Espagne. Fait un travail absolument fantastique dans ce rôle de faux neuf, mais il y a malgré tout, Arsenal est quand même très... coup de pied, coup franc dépendant ou corner dépendant. Dans le jeu même, ça crée beaucoup, ça conclut pas beaucoup. Et c'est ça, je dirais, qui est pour moi la seule peut-être interrogation. C'est petit 1, si le Real Madrid venait à marquer d'entrée, et petit 2, si Arsenal, justement, ne se crée pas le même type d'occasion sur les coups de pied arrêtés qu'ils ont eu lors du match aller. Mais en dehors de ça, je vois difficilement comment le Real Madrid pourrait renverser la vapeur. Il y a ce quart de finale retour de Ligue Europa entre Lyon et Manchester United qui nous intrigue, qui nous excite beaucoup, parce que le match aller était très intéressant. Moi, je me fais 2 réflexions. Il y a déjà cette lourde défaite de United contre Newcastle ce week-end, et le fait que United, globalement, est absolument méconnaissable depuis des mois, des années peut-être. Et la deuxième chose, c'est qu'on était à Lyon pour couvrir ce quart de finale aller, et ce qui m'avait marqué, c'est les réactions des Lyonnais après le match, à savoir une immense confiance
ce qu'on retient, c'est qu'ils ne sont pas du tout impressionnés par United et qu'ils vont à Old Trafford pour gagner. Qu'est-ce que tout ça t'inspire et qu'est-ce que ça raconte de ce Manchester United-là, en fait? Je pense que les Lyonnais ont absolument toutes les raisons de se sentir confiants dans leur déplacement à Old Trafford, parce que si jamais on voit à Old Trafford un stade qui est tout sauf une forteresse pour Manchester United cette saison, si on voit l'équipe qui a complètement implosé face à Newcastle en seconde période, je dirais que Manchester United passe à la trappe, quel que soit le résultat du match aller. Il y a quand même une chose qui est assez extraordinaire. Bon, tu te souviens des commentaires qu'avait fait Nemanja Matic sur Onana, tu te souviens du match d'Onana également, qui était quand même un match d'anthologie, mais dans le mauvais sens du terme. Et là, en l'occurrence, Ruben Amorim a décidé de trancher dans le vif. Il a remplacé, il n'était pas blessé, hein. Onana est resté donc sur le banc, et Onana a été remplacé par Altay Bayindir. Et je te conseille le 4e but de Newcastle parce que tu te demandes si jamais tout compte fait Manchester United n'a pas perdu au change avec cette magnifique ce magnifique assist du gardien de Manchester United directement pour un joueur de Newcastle United. Donc, et en deuxième période, ça a été catastrophique. Alors, ils sont toujours dangereux par moment. Leur but, tu le regardes, est de très très belle facture. Il y a quand même quelques bons joueurs dans cette équipe de Manchester United, mais il y a un tel manque de confiance. Et si jamais les Lyonnais y vont en y croyant comme tu me dis qu'ils y croient, ce stade d'Old Trafford peut en fait avoir un effet presque paralysant sur cette équipe de Manchester United qui rame et qui n'avance pas. Et qui rame dans un bateau qui est pas en train de sombrer, mais qui prend l'eau et qui se maintient tout juste à flot. Voilà, on n'attend plus qu'une chose à Manchester United, je pense. C'est la fin de cette saison, avec évidemment quand même cet espoir de faire quelque chose en Europe, qui sauverait, on va dire, la saison. Si tu remportais ce trophée pour eux, ça serait une récompense pour eux, qui ne mériteraient peut-être pas au vu de leur performance. Mais bon, voilà où on en est du côté de Manchester United. C'était absolument catastrophique contre Newcastle United. Et encore une fois, je répète, toutes les raisons pour les Lyonnais. Ouais, une qualification jeudi sauverait la saison de Manchester United. Est-ce que ça sauverait aussi l'avenir de Ruben Amorim? Parce qu'on se demande, vu de l'extérieur, s'il peut déjà être inquiété en fait de par ses résultats récents. Non, il ne sera pas inquiété par la hiérarchie de Manchester United, qui est de toute façon consciente des difficultés dans lesquelles il doit travailler. Bien évidemment, ça serait la cerise sur le gâteau s'il gagnait en Europe, ça va de soi. Mais tout le monde sait quels sont les problèmes de Manchester United, qui sont des problèmes structurels, des problèmes à long terme. Et je pense qu'on attend aussi de voir ce que Ruben Amorim peut faire avec un effectif qui soit le sien, qui ne soit pas celui dont il a hérité de Ten Hag. Donc de ce côté-là, je crois qu'il n'y a pas vraiment à moins bien évidemment d'une humiliation. Si jamais tu as un 6 ou un 7-0 pour l'Olympique Lyonnais à Old Trafford, je ne suis pas certain que Ruben Amorim il reste très longtemps, mais dans le cas inverse, je ne pense pas menacé. Bon, on va passer sur un volet un peu plus mercato, David, si tu le veux bien. Et on va évoquer Florian Wirtz, le milieu offensif de Leverkusen, 21 ans. Il est à 15 buts, 13 passes décisives cette saison. Ça fait un petit moment que tout le monde en parle, que tout le monde dit que les plus grands clubs européens s'intéressent à son cas. Est-ce que tu peux nous décrypter un peu ce cas-là, nous parler de son avenir? On a l'impression que le Bayern, de ce que nous dit Sky Sports ce week-end, tiendrait un petit peu la corde, que Manchester City, le Real ont tous été annoncés sur le coup, mais qu'une prolongation n'est pas à exclure. Bref, explique-nous tout ça, David, s'il te plaît. Beaucoup de choses imbriquées en ce qui concerne le dossier Florian Wirtz. D'abord, le contexte. Florian Wirtz veut briller avec l'équipe nationale au Mondial 2026. Ce qui signifie que pour lui, la priorité, c'est de rester dans le championnat national. La priorité du joueur et de ses parents, qui sont très influents, notamment son papa, c'est de poursuivre un maximum avec Leverkusen. Ça, c'est le choix numéro 1. Mais ça signifie, on continue avec Xavi Alonso. Le sort du joueur et le sort de l'entraîneur sont très liés. Si Xavi Alonso s'en va, on pense par exemple au Real, où Carlo Ancelotti, bien sûr, est sous pression. Dès lors, il n'y aura plus beaucoup de raisons pour Florian Wirtz pour rester avec Leverkusen parce que super entraîneur, parce qu'une équipe peut être un peu moins compétitive, et donc on va vouloir franchir un palier. L'option Manchester City et Real Madrid est une option à considérer parce que Florian Wirtz est un joueur de grand talent techniquement, et donc ce sont des équipes qui peuvent lui convenir. Mais on a à l'esprit la Coupe du Monde 2026, donc ça n'est pas le scénario le plus probable. Florian Wirtz, naturellement, dans l'esprit des gens en Allemagne, le stade ultime pour lui, pour continuer à se développer, c'est le FC Bayern. Donc, effectivement, ça colle. Le Bayern, ça fait 5-6 ans
que de manière relativement régulière, on fait le forcing, on discute avec les parents. Le président de Leverkusen l'a confirmé encore effectivement chez Sky Sports ce week-end en disant oui, ça n'est pas un problème. Le joueur a le droit de discuter avec d'autres clubs. On n'est pas fermé à ça, on n'est pas urticaire avec ça. Et donc, il confirme à demi-mot que Florian Wirtz et son entourage discutent effectivement avec le Bayern. Le truc qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ça va être minimum une transaction à 120-130 millions. C'est très cher. Il faut y ajouter une prime à la signature considérable et il faut y ajouter, à l'égal de Musiala, s'il devait aller au Bayern, Arthur, un salaire aux alentours de 20 millions par an. C'est beaucoup, beaucoup d'argent pour le Bayern. Or, Uli Hoeneß a dit il y a quelques jours, notre compte en banque a fondu au soleil. Et ça, c'est une communication intéressante. Ça veut dire que le Bayern, oui, est intéressé évidemment sportivement, il n'y a pas de discussion à ce niveau-là, mais veut aussi ne pas flamber et ne pas dépenser une somme d'argent folle comme on pourrait faire avec un Neymar, avec un Messi, avec un Cristiano Ronaldo. Et donc, il y a cette négociation-là qui se fait aussi, sachant quand même, il faut le garder à l'esprit, que le Bayern a des sponsors puissants, la Télécom, son équipementier, c'est le même équipementier que Florian Wirtz. Donc, il y a plein d'arguments quand même en faveur d'un Wirtz qui irait s'épanouir au Bayern parce que le jeu du club lui convient, parce que l'environnement lui convient, parce que la Coupe du Monde arrive dans un peu plus d'un an. Donc, c'est la chose la plus logique qui puisse arriver. Après, il ne faut pas fermer les deux autres scénarios, c'est-à-dire départ avec son entraîneur vers l'Espagne, par exemple, ou encore une année à Leverkusen parce qu'il s'y sent bien, parce que son entourage pousse aussi pour cela. Ça va dépendre évidemment de la compétitivité de l'équipe de Leverkusen. Voilà, vous pouvez vous faire votre avis sur l'un des trois scénarios. Pour l'instant, on est sûr de rien.